Recording. Je ne fais rien et ça me rend presque nerveux. Mon esprit tourne, il cherche un point d'accroche. Comme un navigateur perdu sans signal. On dit que je perds mon temps. Mais si au contraire, je le retrouvais ici, dans ce vide, ce vrai vide, celui qu'on ne connaît plus. La chercheuse Gloria Mark de l'Université de Californie a observé nos usages numériques pendant plus de 10 ans. Résultat, en 2004, nous restions concentrés 2 minutes 30 sur une tâche avant d'être interrompus. Aujourd'hui, c'est moins de 47 secondes. Chaque notification déclenche une petite décharge de dopamine, le même mécanisme qu'une machine à sous. Le cerveau espère une récompense et devient accro à l'attente. On ne pense plus, on réagit. On vit dans un flux où l'attention n'est plus choisie, mais on est juste happé. Résultat, on devient incapable d'habiter l'instant. Le silence devient inconfortable, le vide devient un danger. Les chercheurs parlent d'attention exogène. On ne choisit plus ce qu'on regarde, on est happé. Notre cerveau est surexposé et paradoxalement sous-connecté à lui-même. Et si on testait juste 10 secondes, pas de narration, pas de musique, rien. Alors, vous avez tenu? Vous avez cliqué? Peut-être même sans vous en rendre compte. Ce n'est pas un échec, c'est une dissonance. On vit avec une idée en tête, je dois être utile. Et dès qu'on ne l'est plus, un malaise s'installe. Il croit qu'il doit être productif, mais il n'a rien à faire. Donc, il panique, littéralement. Et ce n'est pas un hasard. Notre environnement moderne est surstimulant. Le cerveau humain qui a évolué pendant des millénaires dans un monde lent, prévisible, cyclique, est aujourd'hui soumis à des milliers de micro-événements quotidiens. Notifications, tâches en parallèle, interruptions constantes. Une équipe de chercheurs de la plateforme Descout a suivi 94 personnes pendant 5 jours. Résultat, plus de 2600 interactions par jour, en moyenne. 2600 gestes devenus réflexes, qui révèlent à quel point notre vie est désormais rythmée par ce petit objet dans notre poche. Dans notre société, ne rien faire, c'est être en faute. Imaginez un open space. Celui qui fixe le vide passe pour un feignant. Celui qui clique frénétiquement sur son clavier a l'air occupé. Même s'il ne fait rien d'utile. C'est ce qu'on appelle la norme sociale d'activité. Être actif est égal à être légitime. Le philosophe Byung-Chul Han l'explique. Nous sommes devenus nos propres exploiteurs. Nous croyons être libres, mais nous nous auto-imposons la performance constante. Même le repos doit servir à mieux travailler après. Il explique dans La société de la fatigue, aujourd'hui, chacun est son propre entrepreneur, son propre exploiteur, et exploité de lui-même. Nous croyons être libres, mais nous intégrons l'ordre productiviste au point de nous imposer, nous-mêmes, la contrainte. On ne cherche plus le calme, on veut être efficace. Même le repos doit avoir une utilité. On ne se repose plus pour se reposer, on recharge pour mieux performer plus tard.
Et pourtant, c'est dans ces moments calmes que notre cerveau fonctionne le mieux. Le neurologue Marcus Raichle a découvert ce qu'on appelle le default mode network, le réseau en mode par défaut. Quand on ne fait rien, ce réseau s'active. Il trie, relie, digère, anticipe. C'est littéralement le moment où notre cerveau travaille le plus, en silence. Les idées ne naissent pas en réunion, elles surgissent en marchant, en rêvassant, en regardant par la fenêtre. Einstein lui-même racontait que ses intuitions lui venaient souvent en jouant du violon, pas en écrivant des équations. Ce n'est pas de la paresse, c'est un besoin biologique. L'ennui devient le terreau de l'idée. Contempler, ce n'est pas justifier ce qu'on voit, c'est refuser de produire en résultat. Goffman parlait du self de façade, le masque social qu'on porte en société. Faire rien, c'est parfois baisser ce masque, se retirer de la scène. D'ailleurs, j'ai consacré une vidéo entière à ce thème à travers la série Sévrance. Une plongée dans ce monde où l'on sépare radicalement le soi du travail et le soi intime. Si le sujet vous intrigue, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Et justement, dans un monde de visibilité constante, s'arrêter, c'est aussi disparaître. Et ça fait peur parce qu'on a appris à exister dans les yeux des autres. Il y a une chose que nous avons presque oubliée, attendre. Nous remplissons chaque interstice, chaque file d'attente, chaque transport. Dès que le vide apparaît, notre main va chercher naturellement le téléphone. Et pourtant, attendre est une expérience humaine fondamentale. Un temps suspendu, où rien n'est exigé de nous, un espace qui nous remet face à nous-mêmes. Les neurosciences le confirment, quand nous laissons l'esprit dériver, comme nous l'avons vu, le default mode network s'active. Mais avec le temps, nous avons banni l'attente, et avec elle, nous avons banni l'ennui. L'ennui est devenu un ennemi, un vide à combler, une gêne à anesthésier, un moment où l'on se sent inutile. Et pourtant, il fut longtemps en terrain fertile. Nietzsche écrivait « Celui qui n'a pas le temps de s'ennuyer sera toujours superficiel ». Parce que l'ennui, loin d'être un manque, est une ouverture, une invitation à la profondeur. Les enfants d'ailleurs le vivent naturellement. Ils fixent un mur, une flaque d'eau, une fourmi qui avance. Et dans cet ennui, ils inventent des mondes. Nous, adultes, nous avons complètement perdu cette capacité. L'imaginaire est peut-être la première richesse que nous possédons enfants. Un carton peut devenir un vaisseau spatial, une branche peut devenir une épée, un simple nuage, un dragon en plein vol. Cet imaginaire n'est pas une fuite, c'est une fonction vitale. Le psychanalyste Donald Winnicott parlait de l'espace potentiel, cet entre-deux, entre le réel et le jeu, où l'enfant expérimente le monde et construit son identité. Et cet espace ne naît jamais dans la frénésie, il naît dans le vide, dans l'ennui. Quand nous étions enfants, nous ne cherchions pas à remplir le temps, nous le transformions. Nous inventions des histoires, des univers, des règles. L'imaginaire était une sorte de muscle. Mais à l'âge adulte, ce muscle s'est atrophié. Pourquoi ? Parce que nous ne laissons plus d'espace au vide. Chaque instant est comblé, chaque silence est couvert. Et l'imaginaire, sans silence, ne peut plus respirer. Or, l'imaginaire n'est pas seulement une fantaisie, c'est ce qui nous permet de créer, d'innover, de nous projeter. Et les artistes, les chercheurs, les inventeurs, tous puisent dans cet espace intérieur. Einstein ne s'est pas contenté de calculer. Comme je l'ai dit,
Il imaginait, il visualisait des scénarios mentaux. C'est parce qu'il a su garder une part d'enfant qu'il a vu ce que personne n'avait encore vu. Réapprendre à attendre, réapprendre à s'ennuyer, c'est aussi réapprendre à imaginer. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la forme la plus radicale de liberté. On nous a appris à combler chaque seconde, mais on peut réapprendre à les laisser ouvertes. Les Grecs parlaient de skolé, le temps libre, comme de la condition même de la pensée. Et les Romains appelaient cela otium, l'art noble de ne rien faire. Aujourd'hui, ce qui était jadis une norme est devenu un luxe. Et vous, est-ce que vous arrivez à ne rien faire sans culpabiliser ? Ou ressentez-vous ce vide comme une gêne ? Moi, je lutte encore. Je voudrais vous dire que j'ai appris à ne rien faire, mais la vérité, c'est que j'y arrive toujours pas. Et peut-être que cette lutte, c'est déjà le début de quelque chose. Parce que dans le fond, ne rien faire, ce n'est pas une absence. C'est une résistance. C'est refuser le vacarme. C'est redevenir capable de regarder une feuille qui tombe, d'écouter un souffle, d'attendre sans impatience. Le monde nous dit « avance, produis, justifie ». Mais parfois, rester immobile, c'est avancer autrement. Les Grecs parlaient de skolé, les Romains d'otium, et savaient déjà que l'essence de la pensée se loge dans ces espaces vides. Et nous les avons perdus. Alors peut-être que le vrai courage, aujourd'hui, ce n'est pas de courir plus vite, c'est d'accepter de s'arrêter, de ne rien faire. Parce que dans ce rien, il y a déjà tout.